Et bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Appel contre Appel. Aujourd'hui, on va parler économie du foot, modèle économique des clubs, droit télé, enfin bref, on va beaucoup rigoler. Et pour nous parler de ça, on a Nicolas qui est avec nous. Bienvenue Nicolas. Salut Antonin, salut Evan, ça va les gars? Ça va super et toi? Bah super, grave content d'être là. Ouais, c'est un plaisir de te recevoir. Écoute, j'ai une première question pour toi, la question qui tue. Qui es-tu, Nicolas? Alors, je m'appelle Nicolas Pagès, je suis sur les réseaux sociaux connu plus sur le nom de l'économe. Je fais des vidéos de vulgarisation d'économie, c'est sur Insta, c'est sur TikTok. Depuis peu, c'est sur YouTube, c'est sur LinkedIn. Et le but, c'est de montrer que on peut checker dans ce qui se dit dans l'actualité, qu'est-ce qui est fondé économiquement, qu'est-ce qui ne l'est pas, essayer de remettre un peu les points sur les i pour permettre aux gens de mieux comprendre l'actualité économique qui parfois peut quand même avoir l'air assez inaccessible pour beaucoup de gens, je pense. C'est vrai que ça fait un peu peur, il y a des mots qui font un peu peur. Hein. Voilà, et du coup, j'essaie de rendre ça un peu léger, il y a une part d'humour aussi pour que ça soit agréable à regarder quand même, qu'on s'en C'est vrai que c'est vraiment intéressant à regarder. L'économe. Moi, je regarde sur Instagram, mais l'économe, c'est vachement bien. Merci. Et alors du coup, vu qu'on est quand même là pour parler de football, ma deuxième question, c'est quoi toi, ton premier souvenir de football, ton premier contact avec le sport, avec le jeu? Bah, c'est devant la télé, comme beaucoup de gens, je pense. J'ai mis du temps avant de pouvoir aller au stade. Moi, j'ai beaucoup grandi en regardant en fait les DVD et cassettes des grands exploits de l'équipe de France. Ok. Donc, cassette de la Coupe du Monde 98. Ok. Je connais par cœur. Je sais qui on a affronté, à quel stade, qui a marqué quand. Je crois que je connais les timecodes de la finale par cœur. Et pareil avec le DVD de la Coupe du Monde 2006. Ok. Et je me rappelle avoir eu des moments de grand désespoir. À chaque fois, j'espérais que ça se finisse bien. Et c'est comme les films qui se finissent mal. À chaque fois, je désespérais. Je me disais, mais on la gagne jamais, cette Coupe du Monde, en fait. Oui, tu te dis peut-être que... Voilà. Mais donc, j'ai grandi avec Zizou, quoi, vraiment. Ok. Et t'as déjà vu Les Yeux dans les Bleus? Ah oui. Exceptionnel. Ça aussi, j'ai grandi avec. Ça, parfait. Mais tu sais, quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, c'était mon rêve d'enfant. Directement, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont faire un deuxième des Yeux dans les Bleus, tu vois? Et le lendemain de la finale, ils ont diffusé effectivement un truc un peu en immersion au sein de l'équipe de France. Et c'était vachement. Enfin, moi, j'adore en fait tout ce côté-là, de voir comment ça se passe dans les vestiaires, ce côté une équipe qui vit une aventure ensemble en fait. Ouais, c'est passionnant. Et tout ce qui dépasse ce qui se passe sur le terrain, c'est trop stylé. En plus, avec Les Yeux dans les Bleus, ça crée un truc où c'est la première Coupe du Monde gagnée par la France. C'est en France. Enfin, c'est le documentaire exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est exceptionnel. Vraiment. Franchement, c'est trop bien. Et alors, du coup, troisième question qui tue. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu décrirais ton lien, ton rapport avec le football? Est-ce que tu regardes? Est-ce que pas trop? Est-ce que tu suis de loin? Alors moi, je suis avant tout un pratiquant, si je puis dire. Moi, j'aime beaucoup jouer au foot. Je fais des fives tous les week-ends. Je joue en club, en gros. Et c'est vraiment la partie que je préfère. J'ai toujours été plus dans l'action que dans le fait de regarder. Mais je regarde aussi principalement les grandes compétitions des équipes nationales. Et oui, les grands matchs de Ligue 1, les classicos, ou évidemment les grands matchs de Ligue des Champions, quoi. Mais je regarde ça avec un œil plus distant, parce que la seule équipe que j'arrive vraiment à supporter, c'est l'équipe de France. C'est vrai que t'as pas d'attache de club particulière, toi. T'as une famille marseillaise. Ouais, toute ma famille pour l'OM, en fait. Donc j'ai grandi avec une certaine attache émotionnelle à l'OM que je garde, en vrai. Mais ce serait malhonnête de vous dire que je suis supporter de l'OM, parce que je connais même pas toute la composition type de l'équipe, en fait. Je connais pas tous les joueurs. Et sur ces bonnes paroles, il me semble que tu nous as amené un maillot. Ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter? C'est un maillot, vous l'aurez compris sans surprise avec ce que je viens de vous raconter, de l'équipe de France. Pour la troisième fois d'affilée. Ouais, vous m'avez dit qu'apparemment les invités que vous avez eu jusque-là sont plutôt pour l'équipe nationale. Mais moi, je pouvais pas trop en amener un autre parce qu'en fait, j'ai que des maillots de l'équipe de France, grosso modo, et un ou deux maillots de l'OM de quand j'étais petit, mais je les ai perdus. Et la particularité, parce que c'était pas le plus courant, c'est qu'il est floqué Randal Kolo Muani. Ouais, parce que c'est le maillot, si tu le montres de l'autre côté, c'est le maillot de l'Euro 2024. C'est ça, exactement. Avec le très gros coq et les deux étoiles. Qui fait la moitié du maillot. Ouais. Oh, il est joli. Moi, j'aimais bien ce maillot. Moi, j'ai mis du temps à me familiariser avec. Maintenant, je l'aime bien, mais c'était pas mon préféré de base. Et ouais, un peu improbable qu'il soit floqué Randal Kolo Muani. En fait, c'est un maillot qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je faisais une soirée, ils ont créé un groupe, mes potes, pour se dire qu'est-ce qu'on lui offre, mais mes potes ne connaissent rien au foot. Et donc, il y a un de mes amis, Joseph, que tu connais, qui s'est tapé une barre à dire mais floquons-le Randal Kolo Muani. Mais c'était une blague. Après, il est parti du groupe, sauf que eux, ils connaissaient pas. Ils se sont dit, vas-y, ça part. Je vois très bien Joseph proposer. J'aime bien ce joueur, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas le premier auquel j'aurais pensé. Mais en plus, en tant que fan de l'équipe de France, forcément, tu peux pas oublier ce qu'il a fait en finale de la Coupe du Monde 2022, parce que il a vraiment réveillé l'équipe, quoi. Enfin, l'entrée est exceptionnelle. Hein. Pour l'avoir re-regardé, parce que oui, je suis un fou. J'ai re-regardé ce match parce que j'aime me faire du mal, comme je vous ai dit. Quand ça finit mal, ça me fascine. Et franchement, Mbappé fait un très grand match, mais le vrai joueur de ce match du côté équipe de France, c'est Randal Kolo Muani, parce qu'au moment où il rentre, il se passe quelque chose, quoi. Il est impliqué sur le premier but.
Et c'est lui qui provoque le deuxième penalty, il me semble. De mémoire, c'est lui qui est impliqué. Je sais plus comment sur le premier but, je me souviens plus bien. Moi, j'ai jamais revu ce match pour des raisons. Le premier but, c'est le penalty, justement, je crois. Et après, le deuxième but, c'est la reprise d'Mbappé. C'est pas l'inverse. Non, c'est le 2-2, c'est. Ok. De toute façon, il est impliqué sur les deux buts. Ouais. Bon, après, il y a le raté, mais on peut pas lui en vouloir. Voilà. Il fait tout ce qu'il a à faire. Mais il a fait beaucoup pour la France dans ce match. Ouais. Et du coup, Nicolas, après ces belles paroles et se remémorer ce souvenir un petit peu douloureux qu'est la finale de la Coupe du Monde 2022, on va rentrer dans un truc un peu plus brut, un peu toujours pas très fun. On va parler modèle économique des clubs de football et du football en général. C'est bien pour ça que c'est ma passion. C'est bien pour ça que t'es là. C'est bien pour ça que t'es là, c'est pour nous parler chiffres. Et donc, on a un petit plan dans l'épisode pour attaquer un peu tous les aspects de cette discussion. Et le premier qui est intéressant de discuter, le premier qui pose la base un peu pour cette discussion, c'est les différences de budget entre les clubs dans les différents championnats. Et pour ça, je suis venu avec un exemple assez parlant, c'est la Ligue 1. J'ai pris quelques chiffres sur les 20 dernières années qui concernent différents clubs. En gros, à chaque fois, je vais te donner une petite liste. Je t'ai pris le plus gros budget du championnat, le dernier du championnat et la différence qu'il y a entre les deux et avec le Dauphin pour qu'on constate tous ensemble l'évolution assez frappante de ces différences de budget. Et du coup, le premier chiffre que j'ai à te présenter, c'est 2005-2006. C'est un peu une des dernières saisons avant que ça parte complètement en vrille en Ligue 1 au niveau des gros budgets du championnat. C'est du coup l'Olympique Lyonnais, évidemment, qui est à ce moment-là sur une pente ascendante complètement folle, qui est, je crois, déjà à 3-4 titres de champion d'affilée, 4 il me semble, qui a un budget de 110 millions d'euros, qui est 7 fois celui du dernier du championnat, qui est l'AC Ajaccio avec 16 millions d'euros. Ensuite, 4 ans plus tard, en 2009-2010, c'est une des dernières saisons avant l'arrivée des Qataris à Paris et une dérégulation complète du marché. Le budget de l'Olympique Lyonnais, qui est toujours numéro 1, est donc de 200 millions. Il a doublé en 5 ans. Et il est 2 fois celui de l'OM, qui est dauphin, qui est de 105 millions d'euros. Et après, c'est là où on attaque un peu le grand n'importe quoi du foot français et du football en général. C'est l'année 2014-2015. Le PSG, qui est cette fois le plus gros budget du championnat, a 490 millions d'euros de budget. Donc en 5 ans, le plus gros budget du championnat a plus que doublé. Et c'est 22 fois celui du dernier du championnat. Donc on constate un fossé encore plus grand par rapport à 2005-2006. Et 2025-2026, donc le dernier budget que j'ai pris, c'est cette année. Le PSG a maintenant 850 millions de budget et se retrouve avec 32 fois celui du Havre ou d'Angers, qui sont les derniers budgets du championnat, qui ont 25 millions d'euros de budget. Il y a quelque chose à constater de très intéressant, c'est que le budget du petit poussé du championnat, il n'a augmenté que de 9 millions en 20 ans, quand celui du PSG, il a été multiplié par plus de 10, avec les circonstances qu'on connaît qui en font un cas un petit peu exceptionnel. Et peut-être aussi l'évolution du fossé entre le premier et le dauphin. Parce oui, que, aussi. Là, l'autre stat moi, que j'ai vu en préparant l'émission, c'est que le PSG a un budget qui est supérieur à celui des 5 clubs qui le succèdent dans le classement des budgets réunis. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, de l'ordre de 850 millions contre à chaque fois de l'ordre d'environ 100-150 millions. Quoi. Je crois que un Rennes peu plus pour l'OM, 250. Ouais, parce qu'il me semble que Rennes et Lille, qui sont 5e et 6e budget, c'est 100-110 millions. Ouais, exactement. Et donc, assez fou de voir aussi que ce fossé-là se creuse et forcément, ça se répercute dans le spectacle qu'on a parce que le suspense est moindre vu qu'il y a un club qui domine les budgets, il domine aussi le championnat depuis des années et des années, à 2 exceptions près. D'autant que c'est vrai, en plus, l'écart en Ligue 1, c'est pour ça que la Ligue 1, c'est un bon exemple et en même temps, c'est un exemple un peu faussé parce que l'écart, et le PSG est vraiment seul dans sa catégorie, alors que dans tous les autres grands championnats, bon, j'avoue, j'ai pas les chiffres de la Serie A en tête, mais pour la Liga et surtout pour la Première Ligue, il y a des écarts très forts entre les premiers et les derniers. Mais il y a moins d'écart entre le premier, le deuxième et le troisième en Liga qu'entre le premier, le deuxième et le troisième en Ligue 1. Oui. Ce qui est aussi la grande différence, enfin, une des grandes particularités de notre championnat et ce qu'en fait un championnat un peu où bon, des fois, souvent, on sait un peu qui c'est qui va gagner à la fin, même si c'est pas assuré tout le temps. Mais voilà, mais par exemple en Première Ligue, le Big Five et les 5-6 plus gros clubs ont des budgets qui sont en vrai assez rapprochés les uns des autres, ce qui permet justement de créer quand même, malgré des budgets très élevés, un truc de... En vrai, la Première Ligue, tu sais jamais qui va gagner avant. Bon, souvent, ces dernières années, ça tombait quand même autour des mêmes, genre Liverpool et City, enfin jamais Arsenal en tout cas, mais je pense que la Ligue 1, en plus, a cette particularité d'avoir un très gros budget, qui flingue la moyenne, et ensuite, derrière, comme on l'a dit, 5 poursuivants qui ont ensemble le budget du premier. Ouais. Ce qui change quand même grandement l'équilibre des puissances, d'autant que les budgets de Ligue 1 sont les plus petits des 5 grands championnats. Enfin, si on prend les petits budgets, entre guillemets, les budgets de Ligue 1 sont les plus petits. Genre, ça n'a rien à voir avec genre l'Angleterre, où même le plus petit, ils sont à 150 millions, quoi. Ouais. Parce que même si tu compares avec la Bundesliga, qui est le championnat qui se rapproche le plus de la Ligue 1 dans ce terme-là, où tu as le Bayern qui a 850 millions d'euros de budget, il me semble,
et qui a donc 12 fois, je crois, le budget du dernier du championnat, qui est Heidenheim ou St. Pauli, qui sont à 70 millions de budget. L'écart, il est quand même moins important parce que le Borussia Dortmund, qui est deuxième en termes de budget, a quand même 500 millions d'euros de budget, ce qui est quasiment 2 fois plus que Marseille, il me semble. Ouais, ce qui est beaucoup. Et même Leipzig ou par exemple le Bayern ont 300 millions, ce qui correspond à peu près au niveau de Marseille, et ce qui fait que le championnat est quand même un petit peu plus homogène, même si à la fin, pareil, c'est toujours le Bayern qui gagne malheureusement. Mais oui, non, c'est en fait, il y a vraiment l'exemple frappant de la Ligue 1 où cet exemple surclasse tout parce que la différence est trop colossale, quoi. Mais parce que moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, parce qu'on me reproche parfois de vouloir trop tout expliquer par l'économie, mais là, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est-à-dire Non. que le championnat que les gens regardent le plus et le championnat avec le plus de suspense, c'est aussi le championnat parmi les 5 plus grands championnats, où il y a le moins d'écart entre les budgets des plus grands clubs, c'est-à-dire la Première Ligue. Ouais. Par exemple, en Espagne, ils ont aussi un problème là-dessus, parce qu'en fait, les 2 clubs avec le plus gros budget à l'heure actuelle, c'est 2 clubs espagnols. C'est le Real Madrid en tête, qui est le seul club, là, puisqu'on a les chiffres, avec plus de 1 milliard d'euros de budget. Et juste derrière, on a le Barça qui est remonté cette année. Parce qu'en fait, là, l'essentiel des chiffres que moi je cite en tout cas, et peut-être certains des vôtres, c'est tiré du rapport de Deloitte, qui est un grand cabinet de conseil qui fait chaque année un état un peu général financier du foot européen. Je me suis beaucoup appuyé là-dessus. De ce qu'ils appellent la Money League, c'est-à-dire les 20 clubs avec les plus gros budgets, en gros. Et donc, il y a des chiffres, je vous recommande d'aller voir tous, il y a des chiffres très intéressants. Et notamment celui-là, quoi. C'est-à-dire qu'en Espagne aussi, ils ont un problème là-dessus parce que ils ont les 2 plus gros budgets du monde en termes de clubs de foot. Et derrière, ça suit pas forcément. Et du coup, on se retrouve avec un titre qui est partagé systématiquement entre le Real et le Barça. Oui, avec très rarement. Ce qui nuit un peu au suspense, mais au moins, eux, ils ont 2 clubs. Ouais. Nous, on en a un peu qu'un. Je pense que ça montre aussi, justement, ça se voit particulièrement en Europe, avec des clubs français qui sont souvent un peu en difficulté face à des équipes qui apparaissent pourtant prenables, mais parce qu'on se rend pas forcément compte de l'écart de budget qu'il peut y avoir, par exemple, entre un Dortmund et genre à Marseille, où c'est quand même du simple au double, alors que dans l'imaginaire collectif, c'est 2 clubs qu'on peut mettre dans la même catégorie, entre guillemets. Et donc, je trouve ça intéressant aussi de voir à quel point le football français est en retard, entre guillemets, au niveau budget. Et du coup, on peut se demander comment ça construit son budget à une équipe de football et d'où est-ce que ça tire ses revenus, une équipe de football en vrai. Nicolas, vu qu'on a lu tous les deux le même rapport de Deloitte, je pense qu'on est tous les deux un petit peu aptes à en parler. C'est bien pour ça que c'est moi qui ai posé la question. Si tu as envie de commencer, vas-y, je t'en prie, je compléterai après. Il y a 3 grands types de sources de revenus pour un club de foot. Historiquement, la principale, c'était les droits télé. Qui sont un peu en perte de vitesse, on va en reparler. Ensuite, on a les contrats commerciaux, tout ce qui est revenus commerciaux, c'est-à-dire ça va être évidemment le sponsor qui est sur le maillot, ça va être aussi les contrats avec les équipementiers, ça va être aussi les stades qui de plus en plus souvent portent des noms de marques. Big up à l'Allianz Arena. et donc ça, c'est quand même de plus en plus une source de revenus très importante pour les clubs. Et le dernier, c'est la billetterie, les revenus issus du stade. Et on inclut là-dedans, vu que les clubs possèdent généralement leur stade, certes, les revenus issus des matchs, mais aussi des autres événements qu'il peut y avoir dans les stades. Il y a des conférences dans les stades, il y a des concerts dans les stades. Et ça aussi, ça rapporte de l'argent au club. Et c'est sans compter les revenus de buvette, etc., machin et tout, que tu peux retrouver les jours de match en plus des billets. Et il y a quelque chose d'important à préciser avant de s'attaquer à ça, c'est qu'on parle des revenus des clubs avant transfert. Parce que tous les chiffres qu'on va donner là ne prennent pas en compte les transferts des joueurs qui partent ou qui arrivent. Ça, c'est encore quelque chose d'autre dont on va reparler plus tard. Oui, parce qu'en plus, pour juste revenir sur cette histoire de billetterie, j'ai vu passer, je ne saurais pas dire de quand étaient les chiffres, mais ils étaient récents. Je pense que c'était l'année dernière ou la saison d'avant grand max. Mais le Paris Saint-Germain, qui pourtant n'a pas un stade qui est très grand pour un gros club européen, genre le Parc des Princes, tu mets à peine 50 000 personnes dedans, ce qui est en vrai pas immense pour un gros, il manque facile 10-15 000 places pour avoir vraiment un stade qui ressemble à celui des grosses. Sur le stade du PSG. Ça rejoint. Mais le Paris Saint-Germain était quand même deuxième au revenu de la billetterie, en s'appuyant sur un abonnement plus cher que tout le monde, et aussi sur le fait que le Paris Saint-Germain a vite compris que son stade était limité en place. Et donc, du coup, la direction qatari a mis vachement l'accent sur les places qui coûtent cher et sur les prestations un peu de luxe. Le Paris Saint-Germain est réputé, le Parc des Princes aujourd'hui est réputé pour ses loges, qui sont parmi les meilleures d'Europe, parce que justement, il y a eu une stratégie commerciale de se dire ok, on peut pas mettre genre 99 000 personnes dans notre stade comme le Barça, qui était premier de ce classement, mais sur les 50 000, un peu moins qu'on peut mettre dans notre stade, il y en a 3-4 000 qui vont payer très 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 cher. La différence qu'il y a avec les clubs allemands et les clubs anglais, c'est que c'est des pays où les stades fonctionnent vachement par abonnement et où du coup les billets sont bien moins chers. Par exemple, moi qui suis fan de Dortmund,
à Dortmund, le stade fonctionne, à part pour les équipes visiteuses, à 90% par abonnement. Tu as une liste d'attente pour le stade d'abonnement qui est d'à peu près 10 ans, il me semble. Ouais, c'est un truc comme ça. Et où en fait, les revenus de billetterie sont entre guillemets pas énormes, même si tu as quand même 82 000 spectateurs à chaque match, donc ça fait quand même de la thune. Mais c'est moins important qu'en France où tu as beaucoup moins ce concept de loge, de trucs VIP, etc. machin et tout, comme en Angleterre d'ailleurs, où à part dans les grosses équipes, c'est beaucoup d'abonnés, quoi, en fait. Oui, c'est essentiellement ça, même. Et du coup, pour rester dans ces revenus, il y a quelque chose qui est intéressant à constater, c'est l'évolution des revenus aussi des clubs et des différences d'évolution. J'ai pris un exemple assez simple qui parlera un peu à tout le monde, c'est le Real Madrid. J'ai pris 2 saisons, du coup avec des chiffres qui viennent de chez Deloitte. J'ai pris la saison 2012-2013 et la saison 2025-2026, donc on parle toujours avant transfert. Déjà, ce qui est intéressant de constater, c'est l'évolution des revenus du club. En 2012-2013, le Real Madrid, il fait 518,9 millions de revenus. Et en 2025-26, c'est 1,161 milliard. Donc, les revenus ont plus que doublé. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater la répartition. Parce qu'en 2012, c'est 23% des revenus qui proviennent de la billetterie des jours de match, donc ce dont on a pu parler. C'est 36% qui proviennent des droits télé, justement. Et c'est 41% qui proviennent des revenus commerciaux, des sponsors, etc. Alors qu'en 2025-2026, c'est 20%, donc 3% de moins par rapport à 2012 qui proviennent des jours de match. C'est 27%, donc 9% de moins par rapport aux droits TV, ce qui représente une différence assez énorme et une évolution assez impactante. Et c'est 51%, donc 10% en plus, c'est là où sont passés les droits TV, qui viennent des sponsors et des revenus commerciaux. Et les clubs sont inégaux, en fait, par rapport à cette évolution-là. Complètement. C'est-à-dire que ça, c'est une évolution qui concerne énormément, on va dire ce que Deloitte, justement, appelle la Money League, top 20 des clubs avec les plus grands budgets, où les revenus commerciaux prennent de plus en plus de place. Là, c'est un cas extrême. Moi, les ordres de grandeur que j'ai vus, c'était en gros dans cette dynamique-là, mais en passant plutôt de 35 à 45% des revenus qui sont des revenus commerciaux. Et parfois, les droits TV, c'est l'inverse, c'est-à-dire d'environ 43-44 à 35. Quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc que ces grands clubs la connaissent parce que forcément, ils ont une image de marque plus forte. Ils rayonnent à l'international. On peut parler du PSG qui a une stratégie très réfléchie de communication internationale qui existe un peu sur beaucoup de continents, on va dire. Parce que tu vends des maillots à l'étranger. Quand tu es un grand club, tu vas pas le vendre quand tu es un petit club de Ligue 1. Les clubs anglais qui s'appuient aussi beaucoup sur l'Asie. J'ai toujours trouvé très intéressant que, par exemple, Manchester United soit un des clubs les plus populaires au monde tout court, et surtout un des plus populaires en Asie, genre au Japon, en Corée un peu aussi, mais surtout au Japon, et aussi dans l'Asie du Sud-Est, genre en Thaïlande, au Cambodge et tout, où il y a toute une stratégie qui s'est mise en place, où justement Manchester United a voulu développer, s'est dit, là, il y a un marché à prendre, les gens commencent à s'intéresser au football, on a une marque, on a une force de frappe, dans les années 2000-2010, quand Manchester United, c'était Ferguson, c'était Rooney, c'était des Ronaldo, même à un moment, des joueurs très connus en plus, qui permettaient justement cette force de frappe en Asie. Ouais, mais d'où ces matchs qu'on voit souvent avoir lieu là, en début de saison, ou parfois des finales un peu de petites compétitions qui sont localisées très loin, sur d'autres continents, dans des pays qui n'ont pas forcément une grande culture foot. Parce que ça permet à ces clubs d'exister et ils sont prêts pour ça à imposer des trajets très longs en fait, à leurs joueurs, parfois fatigants, parce que derrière, il y a des retombées économiques qui sont colossales et qui prennent vraiment en compte. Donc ça, c'est une stratégie que peut mettre en place un grand club. Quand tu es les stacks de 3, c'est plus compliqué d'espérer vendre des maillots au Japon. Je pense qu'ils n'en vendent pas. Quoi. Donc eux, pour les autres clubs, notamment en Ligue 1, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ils sont très dépendants des droits télé, qui est le principal poste de revenu pour eux. Et du coup, quand il y a des complications sur les droits télé comme c'est le cas en ce moment, ils se retrouvent dans des mauvaises situations. Après, pour les petits clubs, ça peut venir aussi justement par l'achat de joueurs de ces pays-là. Par exemple, le Stade de Reims, ils ont, j'ai oublié son prénom, mais Nakamura, un joueur japonais qui visibilise le club au Japon, justement, comme un Kang In Lee peut faire en Corée du Sud pour le PSG, ou un Kagawa l'a fait pour Dortmund ou United, justement, au Japon également. Pour les petits clubs, il y a aussi cette stratégie-là de ces joueurs étrangers te rapportent une audience à cette échelle dans ces pays-là qui peut être assez importante aussi. Voilà, mais il y a plus de travail à faire. Oui, c'est ça. Tu pars de plus loin. Ouais. Tu peux pas juste jouer sur ton image. Ouais. Parce qu'on a parlé Japon, on a parlé Corée, on a parlé Asie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est déplacé, et t'en as parlé, c'est un truc qui rejoint ce que tu disais sur les matchs délocalisés. Aujourd'hui, en vrai, le centre névralgique de la décentralisation du football, c'est la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït pour le trophée des champions de cette année, les Émirats Arabes Unis, etc., où en fait, les gens se sont rendus compte que ils sont moins nombreux qu'en Asie, mais ils ont beaucoup plus d'argent et ils sont prêts à l'investir dans le football. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le Parc des Princes, c'est qu'il y a combien de clients entre guillemets t'as et combien peuvent débourser tes clients. C'est ça. Et puis il y a aussi quand même une stratégie aux États-Unis, en plus avec la Coupe du Monde qui approche, et des joueurs qu'on voit partir aux États-Unis, parce qu'il y a des clubs qui sont prêts à mettre beaucoup. Quoi. Ouais. Mais est-ce que, parce que du coup là on a parlé des très gros clubs et notamment du Real sur l'évolution des revenus,
On sait que pour les plus petits clubs, on va y revenir dessus un petit peu après, sans les droits TV, c'est énormément plus compliqué, sauf si tu as un propriétaire qui est richissime. Est-ce que toi, en tant qu'économiste, tu trouves que c'est un modèle qui est sain? Alors, je suis pas encore tout à fait économiste. Oui, mais j'aspire à tu es le devenir. l'économiste autour de Mais cette je table. m'intéresse à l'éco. T'en es vachement proche que nous. Vachement plus proche que nous, quand même. Hein. Bah, c'est-à-dire que les droits TV, ça a une particularité. Enfin, je dirais, il y a deux particularités que je trouve intéressantes. La première, c'est que ça rend le marché, ça lui donne une forme concurrentielle assez atypique, qui fait que tu veux certes battre tes concurrents, comme dans tous les marchés, mais pas trop non plus. Et pour mettre en lien avec le sujet dont on vient de parler en début de podcast, c'est que tu es un peu dépendant du niveau de tes adversaires pour donner du spectacle à ton championnat et donc donner envie aux gens de payer cher pour voir ces matchs-là et donc d'avoir des droits télé élevés. Tu es dans une forme de concurrence un peu où tu dois te partager des droits télé avec tes concurrents et en plus tu as intérêt à ce qu'ils puissent pas être trop loin de ton niveau parce que c'est peut-être quelque chose dont souffre un peu la Ligue 1 en ce moment aussi, c'est que le suspense est moindre et donc peut-être que ça peut moins intéresser les gens. Et ensuite les droits télé, ce qui est intéressant c'est qu'en général, bon alors en Ligue 1 ces derniers temps ça a été renégocié très régulièrement mais c'est négocié quand même sur du plus long terme. Ça peut être des contrats qui s'étalent sur 3-4 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. En général, c'est 5. Et voire 5. En Ligue 1, pardon, souvent les appels d'offres, je crois que c'était 5 ans. Ce qui fait que c'est des sources de revenus. Quand on voit à quelle vitesse croît le marché, bah, tu peux moins vite adapter les revenus que tu tires des droits télé. Parce qu'ils peuvent pas, les contrats, ils sont déjà fixés, donc tu peux pas augmenter les recettes. Ce qui fait que bah, dans un marché qui croît aussi vite, ça peut être un problème pour certains clubs qui peuvent pas voir cette source de revenus croître aussi vite que les autres. Parce que tes contrats de sponsoring, eux, souvent, tu les renégocies plus régulièrement. Ouais. Donc ça, c'est aussi une variable que doivent prendre en compte les clubs. Ouais. Et c'est aussi un truc un peu intéressant sur, on n'en a pas vraiment encore parlé, mais sur l'enfer que doit être le fait de faire un budget prévisionnel pour un club de football. Ouais. Parce que tu dépends tellement de tes performances sportives et notamment de cette idée de si jamais tu commences ta saison en disant l'année prochaine on est en Europe, c'est sûr, et que tu finis 15e, bah, il peut y avoir un trou dans les finances. Parce que pour revenir sur ce que tu me disais quand tu me demandais est-ce que c'est un modèle économique qui est viable, quand je pense à la viabilité du modèle économique en termes de club de foot, le principal problème que j'aurais à l'esprit, c'est même pas les droits télé, quoi. C'est vraiment ces sujets-là. Moi, quand je me suis penché sur la question pour préparer l'émission et que j'ai vu, je me suis dit, mais comment on peut être assez fou quand on veut faire du business, qu'on veut avoir une entreprise pour aller jeter son dévolu sur un club de foot, quoi. Parce que quand tu regardes ça d'un point de vue purement économique, les recettes, comme tu viens de le dire, sont tellement incertaines. Et donc, ce qui fait que n'importe quel directeur financier, en général, en début d'année comptable, il va décider, OK, on peut projeter avoir tant. Et ben là, comme tu viens d'expliquer, là, tu dois faire des marges, des intervalles énormes. Tu sais pas où tu vas te situer. Et donc, pour atteindre l'équilibre, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi la valeur des actifs. C'est-à-dire qu'une entreprise a des actifs qu'elle met dans son bilan comptable. En général, pour une entreprise, ça va être ses machines, ça va être ses locaux qui vont pouvoir coûter cher. Et ça, tu prévois à peu près combien ça coûte, enfin, tu sais combien ça vaut. Si tu as besoin de le revendre demain parce que tu as besoin d'argent, bah, tu sais à peu près combien tu veux en tirer. Et donc, ça donne une stabilité financière, une sorte de prévisibilité. Quand tu es un club de foot, tes actifs, c'est un stade, certes, donc ça la valeur est à peu près stable, mais c'est aussi des joueurs. Et des joueurs dont la valeur peut s'écrouler ou se démultiplier grâce à 3 bons matchs clés ou à cause d'une blessure, ligament croisé ou peut-être carrière compromise. Et donc, tu peux avoir un actif, tu l'as payé, je sais, on parle d'être humain, mais là, on parle en termes économiques. Un actif, tu l'as payé à 40 millions et il a une grosse blessure qui fait que ton actif, il est immobilisé pendant au moins 1 an, voire peut-être sa carrière est terminée. Et donc, tu viens de perdre d'un coup des millions et des millions d'euros en un match. Oui, parce qu'au-delà du montant du transfert, il y a aussi le salaire que tu verses aux joueurs, les primes, etc., qui sont un investissement tout aussi colossal que l'indemnité de transfert. Et tu fais un investissement sans connaître le retour sur investissement du tout, quoi. Et donc, ça, c'est la phobie de tout directeur financier. Donc, je me dis que les gars qui travaillent dans ces départements-là, dans les clubs de foot, ils doivent vraiment se faire des cheveux blancs. Oui. Et parce que là, c'est quand même un type d'entreprise extrêmement particulier et où, en fait, l'incertitude est colossale. C'est-à-dire, ça peut très très bien se passer, mais ça peut aussi très très mal se passer. C'est très qui tout double. Ouais. Soit ça se passe très très bien et t'engranges énormément d'argent, comme on a pu le voir avec le Real, là, qui sans les transferts, etc. et avant toute mauvaise surprise fait 1 milliard de revenus. Mais ça peut aussi très très mal se passer. Le nombre de clubs qu'on a vu déposer le bilan ces dernières années, que ce soit en France ou même en Europe ou à l'international, c'est très très qui tout double. Il n'y a pas d'entre-deux où ça se passe bien, mais sans plus généralement. Parce que moi, ça m'a tellement intrigué que j'ai vraiment essayé de me renseigner là-dessus. Il y a un bel article du Financial Times sur le sujet où il essaie de comprendre, mais que recherchent les gens qui font l'acquisition de clubs de foot.
Et c'est dur vraiment d'établir. C'est toujours dur d'établir l'impact financier de quelconque phénomène, mais celui-là particulièrement, parce qu'en tout cas, d'un point de vue purement comptable, souvent, ils sont en perte. Et donc, ce qui peut les motiver, c'est quoi ? Qu'est-ce qui leur motive à faire l'acquisition du club ? C'est peut-être aussi que ça t'ouvre certaines portes, ça t'accorde un certain statut de posséder un club de foot. Tu peux, entre guillemets, c'est un peu un moyen de networker plus, quoi. Parce que tu rencontres Clairement. dans les loges des stades, tu rencontres pas mal de gens. Tu es même parfois en contact avec des chefs d'État quand tu es un grand club du pays. Donc, il y a ce domaine de l'ordre du prestige, de l'ordre aussi un peu du capital relationnel que ça te procure. Donc, faut plutôt aller... Et puis, peut-être aussi de la passion sportive dans certains cas. Juste, ils trouvent ça fun. Pour certains qui ont beaucoup d'argent et qui veulent aussi en faire des trucs qui les amusent. Mais donc... souvent, l'intérêt n'est pas purement financier, en se disant j'investis là-dessus comme je ferai l'acquisition dans n'importe quelle autre entreprise, parce que c'est très incertain et souvent t'y perds. De toute façon, quand tu lis, moi je l'ai fait là en préparant la vidéo, j'ai lu les rapports de la DNCG, donc l'autorité financière du football français, qui en gros chaque année en fin d'année sort pour le public les rapports financiers des clubs avant transfert. Et en Ligue 1, par exemple, je crois que c'est ceux que j'avais regardés là avant de préparer l'émission, c'était 2022-2023. Bon, c'était une période un peu particulière parce que les droits TV, c'était compliqué, on sortait du Covid, etc. Mais la majorité des clubs, avant transfert, perdaient énormément d'argent. Ils perdaient en moyenne entre 5 et 20 millions d'euros. Et ça veut dire que s'il n'y a pas les transferts après derrière pour renflouer le club, mais qui signifie donc la perte d'actifs, les propriétaires sont obligés de remettre de l'argent. Et il y en a encore qui remettent de l'argent continuellement année après année. Pour que le club survive en fait. Et le moment où le propriétaire remet pas d'argent, ça fait comme avec les Girondins de Bordeaux ou d'autres clubs comme ça. On a vu par le passé d'autres clubs s'effondrer aussi dans les divisions inférieures. Strasbourg par exemple, etc. Lyon qui est pas passé loin de la catastrophe. Lyon aussi, ouais. Où juste en fait le club disparaît. Et là c'est la catastrophe et c'est des dizaines de millions d'euros qui sont perdus. D'où la présence d'investisseurs qui peuvent se permettre d'endosser des pertes indéfiniment, du style des États, qui, eux, ne sont pas là, vraiment, c'est sûr, pour que ce soit rentable. Qui sont juste là pour l'image que ça leur offre à l'international, pour améliorer, pour leur soft power, en fait. Ouais. Parce que eux, c'est dérisoire comme investissement pour un État, surtout quand il a des sources de revenus par ailleurs importantes, parce que eux, ils s'intéressent même pas forcément à ça. Et d'où la nécessité, mais là, peut-être que je devance le plan de l'émission, on y reviendra, mais de mettre des règles pour pas que ça soit juste... donc notamment le fair play financier, pour pas que ce soit juste des États qui puissent arriver et dire je mets énormément d'argent et puis s'il y a des pertes chaque année je les compenserai jusqu'à ce qu'on gagne avec des champions et qu'on soit le meilleur club du monde, quoi. Mais donc juste avant de parler de fair play financier, je voulais revenir sur ce qu'on disait là, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup, on a parlé d'actifs pour parler de joueurs, on a parlé de millions qui s'envolent quand un club disparaît, mais toute cette histoire montre aussi quelque chose de néfaste, c'est justement l'évolution du football, qu'accompagne la société, on va pas accuser le football seul de le faire, vers un truc de plus en plus, je vais dire capitaliste, parce que c'est ça, et aussi beaucoup plus financier, avec notamment cette idée que justement, on commence à voir les choses comme des actifs. De plus en plus de clubs aujourd'hui sont gérés comme des entreprises, ce qui pose un problème moral, déjà, notamment pour les supporters, parce que est-ce que tu as vraiment envie de voir ton club géré comme une entreprise, même si ça lui permet de gagner des trucs ? Et encore, c'est pas toujours le cas. Et puis surtout, c'est ça pose la question de est-ce que les joueurs, même s'ils sont très bien payés, sont encore vraiment considérés comme des êtres humains, ou tu décides de vendre machin à truc et puis machin, il a le choix, il peut dire non. Mais s'il dit non, il va pas jouer pendant 1 an, puis après il aura plus de contrat, puis après il va se retrouver sans club, et puis donc c'est pas vraiment dans ton intérêt de dire non. Rares sont les joueurs qui peuvent dire non à un transfert en vrai. Non. C'est les très gros joueurs qui peuvent dire non à un transfert. Mais sinon, et pareil, c'est dans l'autre sens aussi. Il y a que les très gros joueurs qui peuvent forcer leur départ. Oui. Mais dans le foot, avant, tu avais beaucoup plus ce rapport humain qui maintenant se perd de plus en plus. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi là, j'ai un exemple très récent et très parlant qui, moi, me touche personnellement. C'est là, cet hiver, pendant le mercato. Donc, il y a Chelsea qui avait envoyé en prêt un joueur à Dortmund qui s'appelle Aaron Anselmino, un défenseur argentin très jeune qui avait été acheté une vingtaine de millions d'euros par Chelsea et qui, depuis, vagabondait en prêt, et notamment à Dortmund cette saison, avec dans son contrat une clause de rappel par le club qui lui permettait de revenir à Chelsea si Chelsea en avait l'envie, sans l'accord du club où le joueur était prêté, donc Dortmund, et sans forcément l'accord du joueur, donc Anselmino. Et donc ce qui s'est passé cet hiver, c'est qu'une semaine avant la fin du mercato, Chelsea l'a rapatrié du coup en Angleterre, sans demander l'avis du joueur ni du club où il était prêté. Donc Dortmund s'est fâché, le joueur n'avait pas envie de quitter le club. Et du coup, il pensait retourner à Chelsea pour jouer à Chelsea, sauf que plot twist, c'est qu'il est revenu à Chelsea pour être reprêté dans la foulée
à Strasbourg, qui est donc le club satellite de Chelsea, qui en retour a fait revenir Mamadou Sarr, donc joueur de Strasbourg, à Chelsea pour le faire jouer lui. Et en fait, le joueur a connu 3 clubs en moins d'une semaine, sans avoir eu son mot à dire, sans pouvoir exprimer son accord ou son désaccord à n'importe quel moment, parce que lui, son souhait de base était de rester à Dortmund. Oui, parce que ça se passait bien à Dortmund. Ouais, en plus, hormis les blessures qu'il y avait, il y en avait, ça se passait très bien quand il jouait. Ça se passait bien, quoi. Il était très très bon, même lui était très content, il était très épanoui, il a quitté le club en pleurs, il voulait pas retourner à Chelsea, etc. Et ouais, non, maintenant il y a ce truc où de plus en plus de clubs voient seulement les joueurs comme des actifs qu'ils envoient à droite à gauche pour mieux les valoriser et pour mieux les vendre après et en tirer le plus de sous. C'est le moment où je me fais interviewer à votre place. Alors, mais vous qui suivez tous les deux un club en particulier, est-ce que c'est un truc qui vous saoule et quels sont les aspects qui vous saoulent le plus? Là, tu viens d'en évoquer un. Dans cette évolution de la manière dont on gère les clubs. D'ailleurs, même les gens qui regardent, peut-être en commentaire, mettez, vous, s'il y a des exemples précis de trucs que vous vous êtes dit, mais putain, c'est pas comme ça que je voyais mon club, j'ai pas envie qu'il soit géré de cette manière-là, et là, c'est clairement des buts économiques ou financiers qui dirigent les décisions bien plus que des buts sportifs. C'est vrai que pour moi, c'est particulier parce que, étant fan du Paris Saint-Germain, mon principal problème n'est pas que mon club est géré comme une entreprise. Mon principal problème, c'est la nature du propriétaire de mon club, mais très rares sont les moments où il y a un joueur auquel je m'étais attaché qui est rappelé en prêt par son club, parce que souvent, Paris ne se fait pas prêter des joueurs. Ouais. Ou alors, s'ils se les font prêter, c'est parce qu'ils peuvent pas les acheter cet été-là, donc c'est pour les acheter l'été d'après. À cause des règles. Big up Mbappé. Mais sinon, c'est vrai que... c'est vrai que pendant toute une période, les gens se moquaient un peu du PSG, parce que c'était l'inverse. C'était que c'était pas assez géré de manière intelligente d'un point de vue économique, et que quand on vendait un club au PSG, certains disaient, on sait qu'on peut le vendre quasiment 2 fois plus cher qu'on l'aurait vendu à un autre, parce que de toute façon, eux, ils ont de l'argent. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que moi, pour le coup, je suis mal placé pour parler de ça parce que mon problème, il est ailleurs. Parce que toi, Evan, c'est notamment ce renforcement du turnover qui fait que les joueurs bougent beaucoup plus ou de manière plus imprévisible qui te saoule, par exemple. Moi, c'est dans ce cas précis-là que ça m'a beaucoup énervé parce que moi, du coup, je suis fan du Borussia Dortmund et j'ai la chance, du coup, d'être fan d'un club allemand où en Allemagne, tu as la règle très particulière qui n'existe qu'en Allemagne, il me semble, du 50+1, où en gros, il faut que la majorité du club soit détenue par les supporters. Ouais. Où en gros, t'as pas d'entreprise qui peut être majoritaire dans le club et qui peut du coup prendre des décisions toute seule dans son coin et faire n'importe quoi. Donc en Allemagne, nous, fans de clubs allemands, on a cette chance-là d'avoir des clubs qui du coup sont gérés d'une manière plutôt saine et plutôt humaine. Mais t'as quand même ce truc où même si nous aussi, le Borussia Dortmund, par exemple, on est dans les 20 clubs de Deloitte chaque année depuis 97, on est le 11e ou 12e club qui fait le plus de revenus dans le monde, donc on est un très très grand club, mine de rien quand même. Où du coup on est aussi, entre guillemets, à une moindre échelle que le PSG, mais un petit peu en bout de la chaîne alimentaire. J'ai pas trop à me plaindre là-dessus non plus, mais il y a quand même des trucs où on est quand même un club qui fait énormément de trading de joueurs, où c'est beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent, auxquels tu t'attaches, qui repartent immédiatement après pour Bellingham qui est parti pour 120 millions d'euros, Haaland pour 70 ces dernières années, Sancho 80 aussi, où en fait c'est beaucoup de joueurs qui arrivent et qui repartent, et moi ça me dérange un petit peu, mais on n'est pas le club qui en souffre le plus du trading, parce qu'on a quand même des joueurs qui restent, qui s'imposent, l'équipe fait quand même des trucs, on est allé en finale de LDC il y a 2 ans, etc. Donc je suis pas trop à plaindre non plus là-dessus, mais c'est plus d'un point de vue global et neutre sur d'autres clubs, c'est ça, où je trouve ça, par exemple, moi, ce qui se passe à Strasbourg depuis 2-3 ans, je trouve ça triste à en pleurer, quoi. C'est des joueurs qui arrivent, qui repartent, qui sont reprêtés immédiatement, qui restent pas le temps de s'attacher au club. Le coach Rosenior qui part en plein milieu de saison parce que Chelsea en a besoin et ils ont décidé de le rapatrier sans penser aux supporters strasbourgeois et au club. C'est plus d'un point de vue global que ça me tend, en fait, que moi, de mon point de vue de supporter, où moi, je suis très chanceux. Moi, honnêtement, Borussia Dortmund, ça va, on n'est pas le club le plus à plaindre au niveau de la gestion. Il y a toujours des trucs qui vont pas, évidemment, mais on n'est pas les pires. Quand je vois les supporters de Strasbourg ou même de l'Estac 3 en France, qui est détenu par le Citigroup, ça pourrait être bien pire, honnêtement. Ouais, c'est qu'on n'est pas des très bons exemples. Nous, peut-être que vous intéressant, vous avez des meilleurs exemples. C'est vrai que nous, on n'est pas des très bons exemples sur ce sujet-là. C'est intéressant d'avoir ces cas de figure-là, parce que c'est vrai que même dans les très très grands clubs, si c'était Dortmund, c'est le cas du Barça aussi, il y en a qui sont détenus par les supporters. Et ça se ressent un peu la manière dont c'est géré, mais tu peux jamais être totalement à l'écart de certaines logiques qui font de plus en plus surface, notamment la multipropriété. Ouais, c'est comme le Barça, c'est levier économique là. Parce que le Barça, pareil, le Barça, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça fou. C'est un club qui élit. Les mecs, ils élisent leur président. Ouais. Ils sont 160 000 socios, ils votent, ils élisent leur président. Je trouve ça exceptionnel. Moi, j'ai jamais voté pour Nasser. Hein. Tu voterais pour lui? On en parle plus tard. On verra ça plus tard. S'il vous plaît, épargnez-moi ce sujet-là. Mais on voulait parler multipropriété. Parce que j'ai une petite stat pour vous. Parce que la multipropriété, donc, c'est un truc qui a pris beaucoup de place aujourd'hui dans le football. Par exemple, en 2023, il y a 360 clubs dans le monde qui étaient concernés par la multipropriété. Et notamment, moi, la stat que je trouve vraiment édifiante, il y a 13% des clubs
sous l'égide de l'UEFA qui étaient en situation de multipropriété. Okay. Donc, multipropriété, je pense que vous voyez tout ce que c'est. On va juste faire un point. C'est donc un même groupe, une même personne, une même entreprise qui contrôle, possède plusieurs clubs de football. Souvent, ça prend la même forme. Il y en a un tout en haut. Et ensuite, il y a des équipes. Pour prendre quelques exemples, le plus connu, évidemment, c'est le City Group, avec Manchester City tout en haut. Et en dessous, plein de clubs un peu partout, répartis sur tous les continents, pour le coup. Et le City Group, c'est 14 équipes en comptant Manchester City. Donc, c'est Manchester City, plus 13 autres équipes réparties à travers le monde. Donc, il y a Gérone, il y a 3, on en parlait tout à l'heure. Il y a un club new-yorkais aussi, le New York City. Il y a un club à Bombay aussi. Il y en a pas mal. Enfin, il y en a partout. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple le plus connu. Il y a, on en a parlé, Blueco, qui pour le coup, ils en ont que 2. Mais il y en a un des 2 qu'on connaît très bien parce que c'est Strasbourg. Et l'autre, c'est Chelsea. Et donc, du coup, moi, ce que j'avais lu, c'est que ça permettait aussi de vachement de lisser les investissements parce que tu mets de l'argent un peu partout. Et déjà, ça te permet éventuellement de prendre du blé à droite, à gauche. Et surtout, en fait, tu te crées ton propre écosystème de formation, où c'est très vrai à Blueco, pour Blueco par exemple, où Chelsea a tendance à envoyer ses joueurs en fin de formation à Strasbourg, comme il s'appelle, Mamadou Sarr, qui est reparti. Ouais. Ou, du coup, l'autre qui a fait le chemin inverse, dont j'ai oublié le nom, t'as dit j'ai oublié. Anselmino. Ouais, Anselmino qui a fait le chemin inverse. Et ça permet de finir la formation à Strasbourg. Et Chelsea, du coup, peut faire évoluer. En plus, Strasbourg joue à un vrai niveau, donc il y a une vraie plus-value. Donc voilà, donc la multipropriété qui est apparue il y a quelques années maintenant. C'est une règle principale quand tu gères un portefeuille d'actifs, c'est que tu diversifies ton portefeuille pour réduire le risque. Comme ça, s'il y a un des éléments de ton portefeuille qui se casse la gueule, tu perds pas tout. Donc ça, c'est le premier avantage. Et en plus, voilà, il y a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu peux faire parfois passer les joueurs d'un club à l'autre, les montants des transferts peuvent un peu varier en conséquence, même si j'ai regardé, c'est quand même surveillé par l'UEFA qui est censé vérifier que le prix auquel tu le vends est pas trop déconnecté du prix de marché, sinon ça serait un peu obvious. Et avec parfois donc, des joueurs, mais aussi des entraîneurs, on en parlait en émission, qui peuvent passer plus facilement d'un club à l'autre. Enfin, c'est un peu comme un centre de formation grandeur nature, quoi. Donc, tu as plusieurs logiques économiques qui permettent de comprendre pourquoi c'est intéressant pour ces groupes-là d'être en situation de multipropriété, quoi. Oui, mais du coup, on a de plus en plus cette logique économique qui prend une place de plus en plus importante dans le monde du football. Ouais. Chose qui, avant, n'avait pas lieu, parce que jusque dans les années 2010, la multipropriété, c'était pas quelque chose qui existait à ma connaissance. Ou alors vraiment très limité, quoi. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai vu que le City Group, c'est ça qui avait été un peu la première grande apparition et que c'était dans les années 2010. Ouais. Avec un impact sportif qui d'ailleurs limite un peu l'étendue que pourrait avoir à long terme la multipropriété, qui est que l'UEFA a une règle très claire sur le fait que 2 clubs appartenant au même groupe ne peuvent pas participer à la même compétition européenne. Même si existe en vrai, pareil, comme d'hab, chaque règle, existe une douille, où en fait, en gros, l'idée, c'est que l'UEFA, ce qu'ils disent dans leurs règles, c'est que 2 équipes dont les équipes dirigeantes appartiennent au même groupe ne peuvent pas participer à une même compétition européenne. Ça paraît logique. Ouais. Parce que une finale entre 2 clubs qui appartiennent au même mec, il décide le score. Il choisit le score au début. Il peut dire avant le match qu'il va marquer, quoi. C'est ça, puis t'as même pas besoin de t'emmerder à regarder le match. Et en fait, du coup, la règle, c'est que il faut séparer les directions. L'idée, c'est ça. Séparer les clubs, ouais, mais c'est chiant. Séparer les directions, c'est bien. Mais donc voilà, c'est une des techniques, c'est notamment ça, c'est que souvent, les grands groupes placent les équipes dites secondaires dans une fiducie, ça s'appelle, et un truc, du coup, qui leur permet de dire à l'UEFA, non mais regardez, c'est pas moi qui décide. C'est les actifs sous management indépendant. Moi, j'ai plus mon mot à dire. C'est ce qu'a fait Ineos quand ils ont investi à Manchester United. Ils ont mis Nice dans un truc comme ça pour leur permettre éventuellement de jouer, si jamais les 2 clubs se retrouvent dans la même compétition européenne, les 2 peuvent la jouer. C'est des clubs d'ampleur souvent très différentes, mais le jour où ce serait des clubs d'ampleur plus similaire qui pourraient vraiment se rencontrer dans des matchs à fort enjeu, même s'il y a eu des magouilles, comme tu dis, faites auparavant, ça va faire parler, ça va poser un problème sportif quand même. Mais donc l'UEFA veille au grain, mais pas trop non plus. Du coup, Nicolas, maintenant, on va attaquer sur un chapitre un peu plus réglementation, un peu plus règles. On va parler du fair play financier, qui est donc une règle mise en place par l'UEFA depuis 2009, si je dis pas de bêtises. L'accord a été trouvé en 2009. Ça rentre en action 2011-2012, exactement. Voilà. Et en gros, du coup, pour les néophytes qui nous écoutent, qui connaissent pas vraiment le fair play financier, qui est quand même quelque chose d'assez compliqué et d'assez particulier, c'est en gros une règle mise en place par l'UEFA pour inciter les clubs à ne pas dépenser sans compter et à ne pas que miser sur le fait que les investisseurs ont
énormément d'argent, mais aussi qu'il y ait un minimum de logique sportive et économique derrière pour pas que les clubs soient complètement déficitaires. Antonin, si tu as quelques précisions à apporter. Non, c'est ça. L'idée, c'est que le fair play financier, ça repose sur la règle essentielle, c'est que tu peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes, avec évidemment un peu de marge qui a été augmentée. La marge est à 60 millions sur 3 ans. Maintenant, tu as le droit à 60 millions de déficit sur 3 ans. Avant, c'était 30, c'est ça ? Avant, c'était 30, ça a été augmenté à 60. Et en fait, l'idée, c'est que ces 60 millions, tu peux les perdre, mais il faut quand même qu'ils soient... C'est pas juste de la perte gratuite, il faut que tu puisses les rembourser. Peut-être dire la raison pour laquelle ça a été instauré, quoi. C'est que dans les années 2000, il y a eu un constat qui était qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient en faillite et qu'il y avait beaucoup de clubs aussi, même dans la Money League, là, donc les top 20 des clubs avec les plus gros budgets, qui étaient déficitaires, quoi. C'était la très grande majorité, en fait. Et donc, il a paru de manière évidente que le modèle n'était pas viable. Et d'où la volonté d'installer cette règle. C'est-à-dire, au-delà, il y avait effectivement la volonté de faire un peu d'équité sportive, c'est-à-dire pas qu'il y ait des clubs avec des investisseurs qui peuvent tout le temps compenser les pertes, notamment quand c'est des États, et des clubs qui ne peuvent pas le faire, mais aussi tout simplement que les clubs ne s'effondrent pas le jour où l'investisseur veut mettre un peu moins d'argent, qu'il y a un peu une autonomie, une cohérence dans le projet financier du club, quoi. Et c'est pour ça qu'ils l'ont instauré à ce moment-là et pas avant, parce que ça allait avec une évolution du modèle économique global. Et donc après, il y a des évolutions récentes. Enfin, oui, il y a des si j'ai bien évolutions compris. récentes. L'évolution la plus notable, ce serait celle qui est apparue autour de 2022-2023, avec l'instauration d'un, je vais mettre des guillemets, salary cap. En fait, l'idée, c'est que à partir de ces saisons-là, les clubs ne pouvaient dépenser que, aujourd'hui, c'est 70% de tes revenus. C'est le maximum que tu peux mettre dans ce qu'on appelle les coûts d'effectifs, c'est-à-dire que ce soit les salaires, les primes, mais ça inclut aussi les transferts. Et avec constamment des sanctions possibles pour les clubs qui ne respecteraient pas. Ça va de la simple amende à parfois la menace d'être suspendu de compétition européenne. Et il y a pas mal de clubs qui ont été sous le coup de certaines de ces sanctions. Je pense à City, je pense au PSG par moment. Ouais, PSG a pris des amendes. Il y a des clubs italiens, la Juve et l'AC Milan. L'AC Milan s'était fait exclure d'Europa League, je crois. Et la Juve avait été fortement menacée d'exclusion. Mais je ne sais plus s'ils avaient été vraiment exclus de Ligue des Champions après. Mais est-ce que toi, au-delà du point de vue sportif, du coup, dont on vient de parler, de relancer un petit peu l'intérêt sportif des compétitions, etc., est-ce que toi, d'un point de vue économique, tu trouves ça plutôt sain et juste de mettre en place ces garde-fous pour empêcher les clubs de trop dépenser, ou est-ce que, justement, c'est peut-être un petit peu contre nature d'empêcher des gens d'investir et de dépenser de l'argent, même s'ils sont au cours des pertes après, mais qui sont à titre personnel. Parce qu'il y a quand même cet aspect aussi de... ce qui est, entre guillemets, assez particulier, c'est que l'UEFA veut limiter les pertes des clubs, mais entre guillemets seulement pour les clubs, même s'il y a l'intérêt après d'éviter que les clubs tombent en faillite et dans des systèmes économiques très malsains qui les mèneraient à leur perte. Mais c'est quand même assez étrange que l'UEFA interdise, entre guillemets, aux clubs de dépenser plus d'argent, même si eux en ont envie. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idéologie derrière qu'il faut une concurrence un peu égalitaire, un peu libre et non faussée, si on reprend les termes qui sont parfois employés pour décrire les principes libéraux. Et donc là, l'idée est de dire... Ok, il y a l'enjeu sportif, on ne veut pas qu'il y ait une perte d'enjeu sportif s'il y a un club qui écrase tout. Mais même d'un point de vue économique, ton industrie, elle se casse la gueule s'il y en a un qui écrase tous les autres et que plus personne ne peut survivre. Donc il y a énormément de marchés pour plein de raisons, parce qu'il y a des enjeux stratégiques ou alors des enjeux autres qu'économiques qui sont régulés par des autorités dédiées. Donc là, le foot en fait partie. C'est pas une aberration et je pense que ce qui inquiète plutôt pas mal de gens qui regardent ça de l'extérieur et qui ont des formations économiques, c'est de voir comment parfois ces règles-là peuvent être contournées, ce qui peut menacer le modèle à terme. Et en tout cas, non, qu'il y ait des règles pour permettre que les clubs fassent compétition à peu près sur un pied d'égalité, ça me paraît logique, quoi. Oui. Ah oui, non, mais je pense qu'on est tous globalement d'accord sur le fait que cette règle est bien fondée de base et part d'une bonne intention, que ça soit sportive ou économique. Même si, il faut reconnaître que l'équité sportive n'a en vrai jamais trop été l'objectif du fair play financier. Comme on disait tout à l'heure, juste avant, là, avec les pertes des clubs au moment où ça a été installé, l'objectif, c'était plus un assainissement des finances, notamment des gros clubs, que réellement une équité sportive, parce qu'en vrai, le fair play financier ne permet pas d'équité parce que les budgets ne sont pas limités. L'important, c'est que ton budget à toi, soit plus ou moins à l'équilibre. Mais si jamais ton budget est beaucoup plus élevé que celui de ton voisin, ça, c'est pas le souci de l'UEFA. Mais donc c'est un souci de viabilité du secteur, en fait. Oui. C'est-à-dire que le jour où le gros investisseur, il change d'avis et il se casse, il faut que la machine du club, elle soit un peu capable de générer les recettes dont elle a besoin pour assumer ses dépenses. Sinon, le jour où cet investisseur-là, qui compensait toutes les pertes par magie, il se barre,
et le club, il se casse la gueule. C'est le problème que rencontrent d'ailleurs la plupart des petits clubs dans les grands championnats. C'est des clubs qui sont même pas touchés par le fair play financier, mais ce dont on parlait tout à l'heure, notamment avec les bilans comptables de la DNCG, etc., donc, que je vous ai un petit peu évoqué, c'est qu'il y a vraiment ce truc de les petits clubs, sans leur investisseur derrière, qui remettent continuellement de l'oseille dans le club, en fait, ces petits clubs coulent et disparaissent. Et eux, sans même être touchés par le fair play financier qui a pour but du coup d'assainir un peu les finances, eux sont déjà en danger permanent s'ils n'ont pas l'investisseur derrière qui remet de l'argent. Et du coup, le fair play financier, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que ça concerne 20-30 clubs maximum en Europe, alors qu'en vrai, tu en as 300 autres derrière qui ne sont pas affectés par cette règle et qui sont quand même en danger continuellement. Et avant, parce que j'ai un dernier point à attaquer par rapport du coup au fair play financier, à la différenciation entre les gros et les petits clubs, il y a un point juste que j'aimerais aborder avec toi, Nico, c'est le changement de perception des transferts dans les clubs et notamment le fait que maintenant, la plupart des clubs misent plus sur des jeunes joueurs et leur potentiel et le niveau qu'ils peuvent potentiellement atteindre dans le futur pour faire de la spéculation plutôt que sur le niveau concret des joueurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu peut-être ce changement de perception qu'il y a eu vis-à-vis des actifs que représentent les joueurs ? Après, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tout marché financier aussi. C'est-à-dire que quand tu achètes un actif, quand tu achètes un titre financier, par exemple, le prix dépend de ce que tu anticipes que ça va te rapporter. Pas seulement de ce que ça va te rapporter demain ou à l'instant de ce que ça vaut à l'instant où tu l'achètes, mais de ce que ça va rapporter à long terme. Et en général, avec des pondérations, quand on fait des modèles, on pondère en disant que ce qui est rapporté en très longtemps, ça vaut moins d'argent pour plein de raisons. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on voit l'apparition de bulles. Par exemple, là, actuellement, on parle beaucoup de la bulle de l'IA. C'est parce que des gens achètent des boîtes qui, à l'heure actuelle, ne rapportent pas beaucoup de dividendes, ne rapportent pas beaucoup d'argent, d'ailleurs, parfois ne font même pas de bénéfices. Parce qu'ils se disent, ça va finir, peut-être dans 5, peut-être dans 10 ans, par me rapporter énormément d'argent. Donc, je suis prêt à payer très cher aujourd'hui, alors même que ça ne rapporte rien, pour que ça me rapporte beaucoup bientôt. Donc ça, c'est une logique très courante en économie et en finance, qu'on retrouve dans le foot de plus en plus, où on se dit, on va acheter ce joueur-là alors qu'il a que 17 ans, qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout un joueur qui peut jouer titulaire dans mon équipe, mais je vais l'acheter très très cher, parce que un joueur aussi jeune, ça veut dire qu'il a de la marge de progression et que j'anticipe que dans quelques années, il va me rapporter plein d'argent, parce qu'il va me faire gagner des grandes compétitions et que ça va être un élément clé de mon équipe. Ouais, dans le foot, des exemples comme ça, depuis maintenant surtout une dizaine d'années, on en a énormément. Il y en a qui sont très marquants, notamment au début de trading de joueurs. On a par exemple eu Goebbels, le joueur qui a été formé à Lyon et qui en 2017, après 4 matchs pro seulement, part à Monaco contre 20 millions d'euros. Là, on est sur une spéculation complète parce que le joueur n'a encore absolument rien prouvé au très haut niveau. 4 matchs, c'est pas assez pour savoir si le joueur a le niveau pour jouer ne serait-ce qu'en Ligue 1 ou même en Ligue 2. Et pourtant, le mec part pour 20 millions d'euros pour Monaco, où après, il sera un flop entre guillemets monumental, et il se retrouve à traverser l'Europe. Il a fini en Suisse, maintenant il est au Paris FC, où c'est quand même aussi très compliqué pour lui. Et t'as plein de transferts comme ça. T'as eu Vitor Roque au Barça qui est reparti au bout d'un an alors qu'il est arrivé pour 30 millions d'euros. T'as énormément de transferts comme ça où en fait maintenant les mecs se basent sur très peu de matchs joués et plus sur ce que le mec va peut-être pouvoir potentiellement apporter à l'avenir sans certitude, plutôt que sur le niveau concret du joueur, ce qu'il a pu apporter, qui était 99% des transferts qu'on avait par le passé, où en fait un mec était recruté parce que là, à l'instant T, il était fort au foot et il pouvait apporter directement quelque chose à son équipe, alors que maintenant, c'est le potentiel qu'il va potentiellement atteindre un jour et du coup la plus-value qu'on peut faire sur lui, et surtout aussi la vente de maillots que le joueur peut apporter dans tel pays, le nombre de gens qui peuvent faire venir au stade. Et ça se pète la gueule parce que par exemple en Ligue 1, on a vu énormément de clubs ces dernières années qui se lancent dans le trading de joueurs, donc former ou acheter des très jeunes joueurs pour après les revendre 5 fois, 10 fois leur prix d'achat ou l'investissement qui a eu lieu sur eux. Et c'est un système qui est assez malsain du coup, parce qu'on se retrouve avec des clubs sans projet sportif concret, qui se retrouvent juste à essayer de développer des jeunes pour les revendre. Monaco, cette année, c'est en train de se péter complètement la gueule vis-à-vis de ça. Il y a eu Bordeaux, Lille qui se sont pété la gueule vis-à-vis de ça aussi par le passé en Ligue 1. On peut parler d'Angers. Il y a énormément de clubs comme ça qui font du trading et qui ne s'en sortent pas et qui maintenant basent tout leur modèle économique dessus, ce qui est globalement assez malsain en fait dans l'univers du football. Ce qui peut nourrir des craintes même plus systémiques pour le monde du foot. Complètement. Parce que là, j'ai parlé de la bulle de l'IA, soupçonnée ou pas, dont on parle beaucoup en ce moment. On pourrait imaginer la même chose pour le foot. C'est-à-dire que là l'excellent rapport de Deloitte, encore une fois, qu'on a vu tous les deux, il est très clair là-dessus, c'est que le montant en jeu au niveau global dans ces grands clubs sur les transferts explose. C'est-à-dire que je crois que c'est une hausse en 2025 par rapport le rapport sur 2025 est sorti en janvier 2026, donc très récemment, et ils disent que c'est une augmentation de quasiment, je crois, plus de 40% sur le montant total en jeu par rapport à 2024. C'est plus aussi que 2023 qui était le record absolu jusque-là. Et tu te dis,
qu'est-ce qui va se passer le jour où, éventuellement, ces clubs vont se rendre compte ah, mais j'ai acheté ce joueur hyper cher, mais en fait, je le revends beaucoup moins cher, c'est une perte totale. En fait, les joueurs valent moins que ce qu'on croit parce qu'ils nous rapportent moins que ce qu'on anticipait. Et donc, tu pourrais avoir les valeurs des joueurs qui baissent très nettement soudainement. Et après, des clubs dans une situation financière compliquée parce que quand tes actifs perdent, je sais pas, imaginons la moitié de leur valeur en quelques mois parce que tout le monde se rend compte, il faut revenir à la réalité, en fait, ça rapporte pas tant que ça à un joueur. Eux, ils perdent des millions d'euros. Et donc, ils peuvent se retrouver dans le rouge et ça peut menacer leur stabilité économique à terme s'ils se rendent compte qu'ils ont perdu autant d'argent, quoi. C'est un truc qui est très parlant, mais je reviens encore sur ce rapport de la DNCG. Mais en gros, sur du coup les rapports de la DNCG qui sont établis avant les transferts estivaux, donc les ventes potentielles de certains joueurs. Beaucoup de clubs sont en perte et en fait, c'est les directions de ces clubs espèrent compenser ces pertes par justement la vente de joueurs et notamment la vente de joueurs via le trading. Et il y a des moments où ça marche. Par exemple, Monaco de 2017 à 2021-2022, c'est quelque chose qui a très bien marché pour eux. Où en fait, certes, le club pouvait être déficitaire avant transfert, mais réussissait toujours à se rattraper parce qu'ils vendaient un mec 30-40 millions d'euros en Angleterre, en Espagne, etc. Et sauf que le problème, par exemple, l'an dernier, c'est pas quelque chose qui a marché. Et Monaco a dû se retrouver à vendre des cadres, comme par exemple Wilfried Singo, pour un prix qui peut paraître assez dérisoire à Galatasaray pour 25 millions d'euros, pour en fait compenser ces pertes qui étaient inévitables parce que leur projet de training n'avait pas marché. Ouais. Et du coup, en fait, c'est tout un modèle économique qui s'effondre. Et par conséquent, après, tu as tout un modèle sportif qui s'effondre parce que tu es obligé de répondre à ça en vendant des joueurs qui sont, entre guillemets, sûrs et déjà établis, que du coup, tu revends pour moins cher parce qu'il n'y a pas de bulle spéculative autour d'eux et tu perds en cohérence dans ton projet sportif. Et d'autant plus que tu vends moins cher quand tout le monde sait que tu es en galère. C'est ça. Il y a aussi ça, il y a le pouvoir de négociation. C'est sûr, c'est un cercle vicieux, quoi. Ta stratégie d'achat-revente de joueurs n'a pas marché, de jeunes joueurs n'a pas marché, donc tu te retrouves à vendre tes actifs, tes cadres. S'il y en a, parce qu'il y a des moments où il n'y en a pas. Et... Si t'as pas de cadre, vraiment c'est compliqué. C'est ce que disait Nicolas, c'est qu'on n'est pas encore forcément sur un truc qui est systémique, parce que notamment c'est pas le cas pour les gros clubs qui portent en vrai le système économique du football professionnel. Parce que c'est eux qui, notamment les clubs anglais, c'est eux qui achètent les plus chers, c'est eux qui ont le plus de joueurs, etc. Il n'y a qu'à voir comment Chelsea a arrosé tout le monde sur ces 3-4 dernières années en lâchant des centaines de millions d'euros à chaque mercato pour avoir à la fin un effectif de 70 joueurs. Oui, mais le problème du coup que ça amène aussi, c'est qu'on parlait de bulle spéculative. Du coup, le moment où cette bulle spéculative autour des jeunes joueurs et de leur potentiel plus-value à la revente va exploser, elle explose, on n'est jamais sûr. Si elle explose, c'est la nature même des bulles. Mais si un jour cette bulle est amenée à exploser, le problème c'est que ceux qui vont en pâtir, c'est pas les gros clubs qui ont une manne financière énorme et qui, quoi qu'il arrive, pourront se relever. On en parlait tout à l'heure, le Real Madrid qui fait 1 milliard de revenus avant transfert, c'est pas quelque chose qui peut s'effondrer du jour au lendemain, mais c'est les petits clubs qui dépendent justement de ce trading de joueurs et de cette vente de leurs jeunes joueurs. Si cette bulle explose et qu'on revient à un schéma entre guillemets un peu plus classique où on achète les joueurs pour leur niveau concret et réel actuellement plutôt que pour leur potentiel niveau futur, c'est pas les gros clubs qui vont en pâtir, c'est les petits clubs, et c'est là où le déséquilibre va se retrouver encore plus énorme, parce que tu vas te retrouver avec des petits clubs qui vont se retrouver avec 15 000 jeunes à former et à développer, mais qui n'intéresseront personne à la vente. Ouais. Et c'est là où ça peut poser problème. Les clubs qui spécialisent un peu dans le fait d'avoir des jeunes joueurs que tu formes et que tu revends à des grandes équipes. Mais le problème, c'est que par exemple, en ce moment en Ligue 1, 80% des clubs se sont spécialisés dans le trading. C'est pour ça que le championnat est considéré comme un championnat de formation plus qu'un championnat de très très haut niveau à l'international. Ouais. Mais si cette bulle explose, 80% des clubs de Ligue 1 vont se péter la gueule. Ouais. Et c'est seulement ceux avec des énormes propriétaires comme les Pinot ou Red Bull ou le Qatar, etc. pourront s'en sortir parce qu'ils ont les propriétaires pour remettre de l'argent dedans. Mais les autres, ça va devenir beaucoup plus compliqué d'un coup. Déjà que la perte des droits TV a fait beaucoup de mal aux finances des clubs français. Si en plus, les mecs, ils peuvent plus revendre leurs joueurs un peu cher, après on peut toujours compter sur les Anglais pour acheter des joueurs au pif 40 millions. Hein. Oui. Ça c'est, s'il y a une valeur sûre, s'il y a bien un truc qui est sûr dans le marché des transferts, c'est que le 31 août, en général, tu peux revendre ton défenseur moyen 40-45 millions à West Ham. Normalement, les mecs, quand ils se rendent compte qu'ils ont un trou dans leur effectif, ils te le rachèteront 40-45 millions. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que les droits TV en Ligue 1, du coup, on les a pas évoqués pour l'instant. Non, cette évolution. C'est vrai, et c'est une évolution assez catastrophique, parce qu'il y a eu énormément de trucs ces dernières années. Il y a eu l'affaire Mediapro avec le fameux milliard d'euros promis pour les droits de la Ligue. Milliard d'euros qui n'étaient pas entièrement dus par Mediapro au moment de la signature du contrat. Mediapro, c'était en gros 820 millions d'euros pour les droits de 90% des matchs et Bein en gardait un. Pour que j'en situe, c'était autour de 2020, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En gros, ils signent le contrat en 2018 pour la période 2020-2024. C'est ça. Et en gros, du coup, Mediapro rachète pour 820 millions 18 matchs sur 19, il me semble.
Par journée par journée, oui. 9. Ah oui, 9 sur 10, pardon, et Bein garde la plus grosse affiche. Et en gros, du coup, ça, plus les droits numériques de Free, etc., machin, c'était censé atteindre le milliard. Mediapro se pète la gueule très, très, très vite. Ouais. Pas aidé par le Covid aussi, c'est bien. Non. Mais Pas du tout. même sans le Covid, ça n'aurait pas marché. Même sans le Covid, c'était 600 000 abonnés alors qu'ils en espéraient le triple. C'était très compliqué. C'est-à-dire que c'était cher. Ouais, c'était. 1 milliard d'euros pour juste la Ligue 1, c'est beaucoup. Quand même. Et surtout, Non, mais l'abonnement était. l'abonnement était très cher et surtout. 40 euros, je crois. C'était ouais, entre 35 et 40, il me semble. Ah, pardon. Et surtout que de base, eux, leur plan, c'était d'acheter les droits pour après les revendre en sous-traitance à Canal ou à Bein. Parce que eux n'avaient pas les infrastructures pour faire une chaîne de télé, filmer les matchs, etc. machin et tout. Canal et Bein ont dit non, donc du coup, Mediapro a dû lancer une chaîne Téléfoot qui s'est pété la gueule. Et c'est pour ça que le prix de l'abonnement était aussi cher d'ailleurs, parce qu'il fallait rentabiliser un minimum Téléfoot. C'est encore réduit le nombre de gens qui achètent. Et du coup, c'est ça. Et du coup, le problème est sans fin. Du coup, Mediapro se barre en milieu de saison. Amazon rachète les droits pour, il me semble, 250 millions sur 3 ans, ce qui était loin du milliard annuel annoncé. Donc, les budgets des clubs prévisionnels en prennent un gros coup dans la tête. Quand on parlait d'incertitude tout à l'heure, là, c'est une belle incertitude. Aussi, ouais. Et du coup, ça a amené cette incertitude-là et cette chute drastique des revenus des clubs sur lesquels quand même énormément misé parce qu'il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 qui sont hyper dépendants des 3 télés. Ça a amené un truc pas très rigolo pour le foot français qui est CVC, qui en gros est un fonds d'investissement luxembourgeois. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. En gros, c'est du coup après le scandale Mediapro, pendant qu'Amazon avait les droits et qu'il les payait au rabais. Vincent Labrune, donc le président de la Ligue qui gère les clubs français, a signé un contrat avec un fonds d'investissement luxembourgeois où en gros pour 1,5 milliard d'euros, il vendait 20% des recettes annuelles de la Ligue 1 pour une durée. Là, j'ai pas trouvé de durée précise. Il me semble que c'est un peu indéterminé, mais en gros pendant X années, la LFP reverse 20% des recettes de la Ligue à ce fonds d'investissement contre une prime de 1,5 milliard d'euros que le fonds d'investissement donne à la Ligue qu'elle répartit entre les clubs. Okay. Évidemment, cette prime est répartie entre les clubs de manière disproportionnelle, c'est-à-dire que le PSG prenait, il me semble, la dernière année de la dotation CVC, le PSG prenait 130 millions d'euros, ce qui était la plus grosse dotation du championnat, alors que paradoxalement, le PSG est le club qui a le moins besoin de cet argent en Ligue 1. Et les plus petits clubs prenaient 5 à 10 millions. Il y avait une prime de solidarité pour les clubs de Ligue 2. Et en gros, c'était censé aider les clubs le temps que le contrat avec Amazon se termine et qu'on puisse retrouver un nouveau diffuseur avec des droits dignes de ce nom. Et c'était ce deal-là ou le deal des droits TV qui avait créé le truc où Le Havre touchait moins d'argent dessus que Vincent Labrune. C'était les droits télé, ça, non Ou c'était ça Honnêtement, ça, je pourrais pas dire. C'est plus récent, donc je pense que c'était les droits télé. C'est possible que ce soit les droits télé. Mais en tout cas, oui, CVC, c'était le PSG prenait plus, Marseille prenait un peu moins, et ça descendait continuellement comme ça. Sauf que le problème, c'est que derrière, la Ligue doit reverser 20% de ses recettes au fonds d'investissement. Et par exemple, du coup, quand ils ont signé le contrat avec DAZN, qui était de 400 millions annuels, ça veut dire que la Ligue aurait dû reverser 80 millions sur les 400 à CVC. Et DAZN, c'était pour quelle période qu'ils avaient signé DAZN, c'était 2020. C'était le truc d'après, c'était 2023 ou 4. Ouais, 2024 du coup, parce que c'était 2028. C'était le cycle d'après. Voilà. Et là aussi, ça s'est cassé la gueule. Pour exactement les mêmes raisons que Mediapro, ce qui est quand même un... mais fort. C'est plus allé au clash parce que DAZN était encore vivant après ça. Parce que là où Mediapro a instantanément disparu en France après, DAZN a survécu sur le marché français. Ils ont porté plainte contre la Ligue a porté plainte contre DAZN, il y a eu une médiation. Et du coup, le truc qui est assez dangereux pour le foot français maintenant, c'est que suite à la médiation, il me semble que DAZN devait verser cette saison 150 millions à la Ligue, du coup répartis entre les clubs pour compenser la perte du contrat. Et du coup, avec les nouveaux droits de Ligue 1+, s'ajoutaient aux droits de Ligue 1+, les droits de DAZN de l'année dernière, donc les 170 millions, plus en gros, tu avais les droits de Ligue 1+, qui sont très ridicules pour les clubs pour l'instant, plus 170 millions exceptionnels de DAZN pour cette année, plus les 172 millions de Bein, dont le contrat s'arrête l'année prochaine. Donc en gros, ça veut dire que cette année, tu avais 350 millions, entre guillemets, artificiels de droits TV en plus, qui traînaient dans les poches des clubs, que tu n'auras plus l'an prochain. Et c'est là, en fait, où va se poser la question... quel avenir pour le foot français à partir du moment où ton seul diffuseur, c'est Ligue 1+, donc qui appartient à la Ligue, et qui pour l'instant n'est pas très rentable et ne rapporte pas énormément d'argent au club. Parce que en gros, le résultat des courses de toutes ces affaires-là, pour donner des ordres de grandeur aux gens, c'est que la manne totale d'argent qui était distribuée en termes de droits télé pour la Ligue 1 en 5 ans a été divisée par 6, 7... Enfin, moi, j'ai vu des ordres de grandeur colossaux. Oui, c'est ça, tu passes de 800 millions d'euros, 700 millions d'euros à plutôt 150 ou 100. Attends, j'ai les chiffres. En gros, c'est 172 millions qui disparaissent des revenus des clubs l'an prochain.
C'était pas 150 millions de DAZN, c'était 85 millions de DAZN et 87 de beIN. Et en gros, ça représente du coup 172 millions qui disparaissent et ça représente en gros la moitié des revenus de droits TV des clubs cette année. En gros, là, en droits TV, l'an prochain, les clubs perdent automatiquement 50% de droits télé domestiques. Et moi, je mettais ça encore plus si tu prends sur le moyen terme. Oui, si tu prends sur le milliard avec de profit par Mediapro, ça ne s'arrête pas, quoi. Et donc voilà pourquoi beaucoup s'inquiètent pour l'avenir économique des clubs de Ligue 1. Si tu prends sur 8 ans, entre le milliard promis en 2018 par Mediapro et aujourd'hui, l'avenir très incertain de l'année prochaine avec Ligue 1+, qui a marché en vrai, ça a été plus ou moins un succès, ils ont passé le million d'abonnés et tout, mais le problème c'est qu'un abonnement avec juste la Ligue 1, ça ne peut pas coûter assez cher pour 1 million, 1,2 million, je crois que les derniers chiffres qu'on a eu c'était 1,2 million, il me semble. Et surtout 1,2 million d'abonnés suffisent. On parle de chiffres qui ont potentiellement baissé parce qu'on parle de 1,2 million au lancement de la chaîne où tu avais des offres spéciales où le truc était moins cher, etc. Moins cher, on parlait de 40 € pour Mediapro et là c'était 15 €. Là. C'est 15 € par mois. Et en gros, au début, tu avais des offres où tu payais 10 € pendant 3 mois et après c'était à 15. Mais le problème, c'est qu'à la fin de ces offres promotionnelles, il y a mathématiquement des gens qui ont forcément arrêté de payer leur abonnement et donc du coup, ce chiffre de 1,2 million a potentiellement baissé de 100 000 personnes. Oui, non, c'est la catastrophe 2026-2027 arrive très vite. Parce qu'en plus, Ligue 1+, a souffert dès le début d'un doute sur son utilité finale, où il n'était pas sûr. Est-ce que c'était pour que la LFP récupère la main sur les droits télé, et comme ça, au moins, c'est géré en interne, et c'est peut-être potentiellement mieux géré que si jamais c'est dans les mains de quelqu'un, ou l'objectif, c'est juste de créer une structure temporaire qui permet de montrer la Ligue 1, de mettre en valeur la Ligue 1, pour ensuite revendre les droits de la télé, encore une fois, à quelqu'un d'autre. Et comme, en plus, l'incertitude existait là-dessus, ou même Ligue 1+, même à la LFP, ils étaient pas sûrs, eux-mêmes, de ce qu'ils allaient faire de leur truc, ça a créé la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec beaucoup de peur pour les clubs de milieu de tableau de Ligue 1, qui ne savent pas trop de quoi sera fait la saison 2026-2027. Donc c'est pas top. La situation financière des clubs de Ligue 1 est déjà pas top, et ne va pas vraisemblablement s'améliorer. Je pense qu'il est temps de conclure. Oui, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'était très intéressant. On a parcouru plein de trucs. Moi, j'ai été content de me renseigner sur tous ces sujets-là. Je n'étais pas du tout expert de tous ces sujets-là avant. Mais là, j'ai découvert une manne de trucs que j'ai envie d'approfondir parce qu'effectivement, c'est un modèle économique déjà particulier et qui en plus évolue tellement vite qu'il y a beaucoup d'évolutions à suivre. En fait. Et bien, du coup, c'est terminé pour nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Appel contre Appel. Merci Nicolas d'être venu. Merci beaucoup de nous rendre visite et de nous avoir éclairé aujourd'hui. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Oui, promis. À la prochaine, salut.